Merci de votre attention. L'actualité est ce mardi soir, le forum de Dakar. Le Premier ministre, comme Isselam Klassoui, a pris part en toile de fond les défis sécuritaires, la croissance économique et la menace terroriste sur le continent. Le compte rendu à suivre tout à l'heure en début de journal. Un laboratoire pour mieux diagnostiquer la maladie à virus Ebola. Le Togo en dispose désormais sans l'Institut national d'hygiène qui abrite le centre. C'est un don de l'Allemagne réceptionné ce matin. Enfin, il y a match ce jeudi au stade de Kegei. Les éperviers du Togo reçoivent les crânes d'Ouganda en tout préliminaire du mondial Russie 2018. Les préparatifs suivis de près par le ministre Lorenzo en charge des sports. La science, le récit, tout à l'heure en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. Mais tout d'abord, ce message de félicitations du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue angolais José Eduardo dos Santos, l'Angola, qui s'apprête à commémorer dans l'allégresse l'anniversaire de sa fête nationale. Et cet heureux événement de communion nationale et de souvenirs m'offre l'agréable occasion de vous adresser, écrit le président Faure Gnassingbé au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitations. Je voudrais en cette circonstance mémorable, poursuit le message, me réjouir de la qualité des liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre l'Angola et le Togo et vous exprimer mon vif souhait de les voir se renforcer et se diversifier pour le bonheur de nos populations respectives, écrit donc le président Faure Gnassingbé à son homologue angolais. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, le Premier ministre Isselam Klassoui au deuxième forum international de Dakar, au centre des discussions, les défis sécuritaires, la croissance économique et la menace terroriste en Afrique, le compte rendu des travaux Isidore Koubatine. La paix mondiale est menacée et l'Afrique aujourd'hui n'est pas du reste. Le cas Boko Haram est d'actualité au Nigeria. La présence des djihadistes au Mali, en Libye, inquiète plus d'un. Les groupes armés Shebam en Somalie continuent de semer la terreur et la désolation dans ce pays. Des situations de crise qui bouleversent la paix et la stabilité du continent africain. Autre conséquence majeure, l'économie des États africains est fragilisée. Face à ces enjeux, l'on se doit d'agir et vite. Ici à Dakar, au Sénégal, les grands acteurs du continent, ensemble avec les partenaires internationaux, se sont donné rendez-vous pour la deuxième fois pour débattre de la question à travers un forum. De ces assises sortiront des approches de solutions, mieux des stratégies pour gérer les crises et les prévenir, qu'il s'agisse des crises politiques, les problèmes liés au terrorisme et à la sécurité maritime. Aussitôt le décor planté, les panélistes vont se succéder avec pour ambition de libérer la parole et de promouvoir la réflexion stratégique sur un sujet sensible et vital, la sécurité en Afrique. Le caractère libéral de ce rendez-vous panafricain a permis également des rencontres en atelier, un seul sujet et un même souci, relever les défis sécuritaires sur le continent. Sécurité sont des enjeux déterminants pour le développement et la présence à très haut niveau du Togo est une marque très significative. Et puis nous avons évidemment évoqué l'ensemble des questions liées à la sécurité maritime, parce que la sécurité maritime c'est aussi une condition majeure du développement de l'Afrique, singulièrement des pays riverains mais aussi des pays enclavés. La sécurité maritime c'est essentiel pour l'activité économique, mais c'est aussi essentiel pour la sécurité physique, pour lutter contre le terrorisme. Cela suppose un renforcement des moyens, mais aussi une bonne coordination, et la France a fait savoir au Premier ministre qu'elle était prête à aider et à soutenir l'organisation du futur sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Si les voix les plus avisées dans ce forum considèrent que l'Afrique n'a pas d'avenir ni de grand destin sans une réponse adéquate aux défis singuliers du terrorisme et les autres nouvelles menaces sécuritaires, le rendez-vous de Dakar se propose d'être une solution. Le Togo, qui prend part activement aux échanges par la voix de son Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, se propose également d'apporter sa pierre à l'édifice sécuritaire sur le continent. Le sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique, qui va se tenir au premier trimestre de l'année 2016, en est une preuve. Et sur le terrain, des actions concrètes sont visibles. Pour ce qui concerne la lutte contre la piraterie,
Justement, le Togo se prépare avec l'appui de l'Union africaine à organiser dans le processus de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans la dynamique de ce qui avait été fait au niveau du Cameroun, pour que nous puissions essayer de voir comment, ensemble, on va affiner les stratégies pour mieux combattre le phénomène et mettre notre continent à l'abri. Une Afrique où règne la stabilité et la paix, une aubaine pour la croissance socio-économique. Tel est le vœu du président Macky Sall du Sénégal. Et pour y arriver, le président sénégalais appelle tous les États africains à une synergie d'action face à la menace terroriste. Pour lui, l'heure est à présent à l'action après la réflexion, à la pratique après la théorie. Question d'actualité à l'Assemblée nationale avec les événements malheureux de Mango. Les ministres Yerk de la Sécurité, Johnson de l'Environnement sous le feu des questions des députés cet après-midi. Et ces derniers veulent comprendre et en savoir un peu plus sur le sujet. La plénière à l'Assemblée nationale, un reportage sur lequel nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. À signaler que déjà dans la matinée, le président Dramani a reçu la directrice du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, une REC en abrégé, la commémoration du 30e anniversaire de ce centre, l'adoption du test du traité sur les armes, le test que le Togo a ratifié, je vous le rappelle, ces deux sujets, entre autres, ont meublé les échanges, les précisions de Mme Ige Olatokumbo au micro de Sonia Medipo. Habite le Centre régional des Nations Unies pour le désarmement et la paix en Afrique. Bientôt, il va avoir 30 ans que le Togo nous a donné l'honneur d'être ici dans ce pays. Donc la discussion que j'ai eue avec son Excellence le Président de l'Assemblée nationale tourne autour de tout ce que nous avons à faire pour célébrer, commémorer ce 30e anniversaire de notre l'établissement des centres. Et en plus, nous avons parlé de l'importance de ratification des traités de commerce le traité sur le commerce des armes que le Togo vient de ratifier. J'ai eu à féliciter le président et l'Assemblée nationale pour l'adoption de ces textes parce que j'ai demandé respectueusement au président de l'Assemblée de faire le lobbying auprès des autres assemblées nationales, président de l'Assemblée nationale pour encourager la ratification de ces traités. Ce traité est très important, surtout pour les pays africains, parce que, comme vous le savez, c'est pas ici en Afrique qu'on fabrique la plupart des armes que nous avons, qui circulent, surtout ceux qui circulent illégalement dans nos pays, et c'est important que les importateurs et les exportateurs des armes aient un entendement sur le contrôle des armes. Nous avons aussi parlé de l'importance de continuer les discussions et les sensibilisations sur les relations milito-civiles dans tous nos pays, parce que c'est dans la paix que nous pouvons développer. Dernière question, c'était par rapport aux conférences sur la sécurité maritime, pour laquelle aussi le centre a une responsabilité par rapport aux questions liées aux législations pour le contrôle des armes sur les terres et sur l'eau. Et nous avons échangé sur l'importance d'assurer que toutes les actions de stockage des armes que chaque pays a fait pour prévenir le détournement des armes soit réalisé dans tous les pays, pour que si ici au Togo vous avez un bon système, il faut que les voisins aussi ont le bon système pour qu'on arrive à faire un contrôle effectif de ces armes. Et voilà l'audience accordée donc par le président de l'Assemblée nationale ce matin. Dans maintenant moins de 3 semaines, la 21e conférence sur le réchauffement climatique à Paris, la COP21. Le Togo va y participer. Notre pays se prépare d'ailleurs activement. Illustration, cette rencontre, vous allez le voir, rencontre préparatoire des différents acteurs, une réunion d'information et d'échange. Quoi sigler Medina Bacha Salabi. Afin
Afin de contribuer au succès de la prochaine conférence de Paris sur le climat, le Togo s'est engagé à mener une série d'actions pour rendre visible sa participation. À quelques semaines de la date butoir, les acteurs impliqués au plan national marquent le pas et font l'état des lieux. Cela permettra d'harmoniser les points de vue et d'adopter une position commune à la tribune de cette conférence. Nous aurons à aborder plusieurs points essentiels, à savoir les questions d'atténuation, les questions d'adaptation, les questions de financement, les questions de transfert de technologie et les questions des pertes et dommages dus au changement climatique. Le Togo doit affirmer ses positions par rapport à toutes ces questions-là et qui seront défendues à Paris. Selon le ministre en charge de l'environnement, les préparatifs vont bon train et tout est mis en œuvre pour une meilleure participation du Togo. Et les préparatifs se déroulent très très bien, nous sommes au point. Ça va permettre aux uns aux autres d'enrichir déjà les débats qui vont se passer là-bas, pour permettre aux négociateurs d'être armés, d'être outillés pour aller négocier comme il faut. Le Togo ira aussi à cette COP avec des exigences, parce que les projets que nous avons, il faudrait que ces projets-là soient quand même encouragés. Et quand je parle d'encouragement, je parle de finances. Et le Togo fera part également de ses attentes en ce qui concerne le transfert des technologies. Cette rencontre de 2 jours devra aussi permettre l'élaboration d'une feuille de route pour le Togo. La COP21 accouchera d'un nouvel accord sur le futur régime climatique qui devra régir le monde après 2020. Autre sujet évoqué ce soir, la pauvreté et la relance de l'économie. Ces deux facteurs font l'objet de consultations nationales lancées ce matin à Lomé. À l'orage, le ministère de la Planification, la Banque mondiale, elle devrait permettre ces consultations d'identifier des opportunités et les contraintes dans le processus de développement au Togo. Et serre la clé. L'engagement du gouvernement à renforcer les acquis dans les secteurs porteurs de croissance en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations est devenu une réalité au Togo. Et comme partenaire, le Togo a à ses côtés la Banque mondiale qui l'accompagne dans cet élan. Un nouveau cadre de partenariat sera donc défini au cours de cette rencontre. Il sera également question de conduire des consultations nationales pour identifier les contraintes et opportunités de développement au Togo. Ces consultations s'inscrivent dans une dynamique de promotion de la gouvernance économique comme un des mécanismes pertinents devant contribuer à la réalisation des études de développement durable et de la réduction de pauvreté qui mettent l'accent sur la promotion sociale. Conformément à la vision du président de la République, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé, et à la déclaration de politique du gouvernement, nos efforts doivent aboutir à une croissance économique forte, soutenue et inclusive, en vue d'atteindre les objectifs d'émergence économique et sociale que s'est fixé le gouvernement. Ces consultations nationales vont renforcer la coopération entre le Togo et la Banque mondiale. Elles portent sur des axes ciblés conformément aux besoins du pays. Le nouveau cadre partenarial se focalisera sur les principaux axes moteurs de croissance, de richesse et de création d'emplois en faveur des jeunes avec la participation active du secteur privé. Il visera également l'amélioration des conditions de vie de la femme et des enfants et de façon générale des personnes vulnérables. Ces consultations seront également menées dans les autres régions du Togo avec la participation des principaux acteurs de développement, à savoir l'administration publique, les membres des commissions parlementaires, le secteur privé, la société civile, les confessions religieuses, les partis politiques et les universitaires. Et des consultations qui prendront, on n'en a point douté, en compte cette étude de la demande en suivi, évaluation et gestion de la performance au Togo. Et derrière l'initiative, là aussi, les acteurs du ministère de la Planification. Les précisions de Carmel Madji Akapo. Les pays africains doivent faire preuve de performance et d'efficacité pour mieux gérer l'aide au développement octroyée par leurs différents partenaires techniques et financiers. Pour mieux les accompagner, le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG a commandité une étude pour examiner l'état du suivi, évaluation et de la gestion de la performance des programmes et projets dans les pays d'Afrique francophone.
Au Togo, cette étude a été réalisée par le cabinet Valkins Consulting. Les résultats sont ici présentés aux acteurs de la vie socio-économique et aux partenaires techniques et financiers pour validation. Qu'il y a une volonté manifeste du gouvernement togolais de faire de l'ouverture, c'est-à-dire de suivre les programmes et projets au Togo et de pouvoir dégager les actions correctives qui vont pouvoir leur permettre d'améliorer la performance des institutions et de la République. Les leçons tirées de cette étude permettront au CESAG de mieux orienter ses interventions en matière de renforcement de capacités et d'assistance technique, en matière de suivi, évaluation. Et nos pays ont souvent été reçus des appuis et les résultats attendus n'ont pas été à la hauteur justement des attentes, si je peux le dire ainsi. Donc il fallait revoir à un certain moment justement la manière justement d'utiliser l'aide internationale pour parvenir justement à réaliser en tout cas le bien-être tant voulu par nos populations. L'examen de cette étude permettra au gouvernement togolais d'avoir une cartographie complète des besoins en termes d'appui et accompagnement dans la gestion des programmes et projets, selon le directeur de cabinet du ministère de la Planification et de la Prospective, ce qui aidera justement l'État à mieux formuler ses demandes auprès des différents bailleurs. Cette investigation a été financée par la Banque mondiale à travers le CLER, Center for Learning on Evaluation and Results. Également dans l'actualité, c'est important, nous l'annoncions d'ailleurs en titre tout à l'heure, notre pays dispose désormais d'un laboratoire performant pour mieux diagnostiquer la maladie à virus Ebola dont de l'Allemagne. C'est l'Institut d'hygiène qui abrite ce laboratoire, réceptionné ce mardi par le ministre Midi Awa de la Santé. Le récit de Edem Sousoupo. Des équipements et du matériel consommable, c'est l'essentiel de ce laboratoire de diagnostic de la maladie à virus Ebola. C'est une plateforme de biologie moléculaire avec des équipements performants. Le Togo est donc prêt à procéder sur place au diagnostic complet des échantillons. Cela ne prendra que 2 heures de temps au maximum. Dieu merci, le Togo n'a enregistré aucun cas, mais nous avons eu quelques alertes et pour pouvoir traiter ces échantillons, c'était très difficile et compliqué. Il fallait envoyer ces échantillons à l'extérieur, surtout à Lyon. Et nous perdons entre 7 et 8 jours pour avoir les résultats. Ces matériels permettent à ceux qui vont travailler d'être en sécurité et au même moment de pouvoir faire le diagnostic très rapidement. C'est un don de la République fédérale d'Allemagne à travers le projet EBO Project. Un peu plus de 50 millions de francs CFA ont été investis dans ce laboratoire. On dit chez nous en Allemagne, après le match, c'est avant le match. Et donc, il faut se préparer pour la prochaine situation d'une pandémie. Et ces appareils diagnostiques que nous avons remis ici au Togo, c'est on a renforcé la capacité de l'Institut national d'hygiène du Togo d'analyser les pandémies, les choses infectées du virus. Et donc, je me félicite que nous, les Allemands, peuvent assister le peuple du Togo pour mieux combattre les maladies. Avant l'implantation du laboratoire, des biologistes togolais ont été formés à Koumassi au Ghana sur l'utilisation du matériel. Le gouvernement togolais salue cet accompagnement de la République fédérale d'Allemagne pour mieux faire face à toute éventualité. Ce qui est important, c'est que cet équipement sécurisé et sécurisant nous permet non seulement de faire face à la maladie à virus Ebola, mais à des maladies apparentées et au-delà de toutes ces maladies apparentées au virus Ebola. Donc nous ne pouvons que exprimer notre profonde gratitude à son Excellence et à travers lui à son pays. Les responsables de l'Institut national d'hygiène renouvellent ici leur engagement à œuvrer pour la surveillance épidémiologique avec promptitude. La fièvre hémorragique à virus Ebola a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest et fort heureusement, aucun cas n'a été signalé au Togo. Aujourd'hui, la Sierra Leone et le Libéria, grâce à l'accompagnement de la communauté internationale, ont été déclarés exempts du virus.
Et là, dans la foulée de ces informations santé, ce débat sur la drépanocytose, c'est la semaine de lutte contre cette maladie. Vous le savez, les défis qu'impose aujourd'hui la drépanocytose et les perspectives de lutte. Augustin Kossi, Charlotte Moussime. On la connaît pas. Pourquoi? La sensibilisation et le dépistage restent les moyens les plus efficaces pour prévenir la drépanocytose, une maladie héréditaire du globule rouge souvent méconnue. Pour y arriver, il faut nécessairement une solidarité humaine, une dimension bien appréhendée par l'association Espoir de Vivre de France en déplacement à Lomé pour la cause des drépanocytaires. Et les jeunes étudiants constituent la cible privilégiée pour faire passer le message, la connaissance de son statut avant toute démarche d'alliance devant Monsieur le maire. C'est eux qui vont s'engager à fonder des familles. Et on est là pour leur dire qu'avant de s'engager à fonder une famille, il faut d'abord faire les examens, savoir si on est porteur de la maladie ou pas. C'est pour reculer, c'est pour éviter d'avoir un enfant malade. Parce que c'est la seule façon de reculer cette maladie, c'est de faire les tests. Sur le terrain, l'association des drépanocytaires se bat au quotidien pour que la maladie soit connue et que des actions soient engagées pour soutenir ceux qui en souffrent, car une meilleure prise en charge permet de limiter les risques. Il y a quelque chose qui est très important, c'est le suivi du patient drépanocytaire. C'est-à-dire que on ne doit plus assister à des consultations que nous qualifions de sauvages, des patients à l'hôpital, mais c'est des patients qui doivent être intégrés dans une unité de suivi. En général, les drépanocytaires homozygotes SS, les S-bêta-tal ont un rendez-vous tous les 2 mois avec le médecin. Et nous pensons que dans le futur, avec l'ouverture du centre de la drépanocytose, qui sera un centre de référence, il faudrait qu'il y ait dans chaque CHR un point focal pour la drépanocytose. Il y a un défi à relever en termes de renforcement de cette prise en charge, mais aussi en termes d'équipement. Donc il faut penser aux antennes régionales de prise en charge. Il faudrait pouvoir trouver les moyens de prendre en charge ces patients, soit par l'extension du modèle type INAM qui est en application actuellement au plus grand nombre de Togolais. La drépanocytose, cette maladie chronique, ne se contracte pas, on naît avec. Elle se manifeste essentiellement par l'anémie grave et des crises douloureuses récurrentes. Le test diagnostique se fait par l'électrophorèse de l'hémoglobine. Direction maintenant à Kara pour cette session d'information de l'autorité de régulation des marchés publics. Elles sont concernées par cette session les collectivités locales, l'étape de Kara donc avec Nestor Mouzou et notre bureau sur place. L'autorité de régulation des marchés publics a été mise en place pour contribuer à la bonne gouvernance dans la passation des marchés publics, afin de mettre les acteurs de la commande publique au même niveau de compréhension de ce dont on attend d'eux. L'ARMP multiplie les sessions de renforcement des capacités. Au cours des 2 dernières années, les collectivités locales à travers le pays ont bénéficié de 2 sessions. Cette nouvelle formation est axée sur l'élaboration des plans de passation des marchés publics et le montage des dossiers d'appel d'offres. La différence de cette formation par rapport aux précédentes réside dans son caractère pratique. L'autorité de régulation des marchés publics, dans son rôle de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, avait l'année dernière déjà contribué à la mise en place des organes de gestion des marchés publics au sein des collectivités locales. Alors la formation qui démarre aujourd'hui, les petits groupes vont se constituer et chaque groupe va travailler sur son projet de budget et arriver à déterminer le plan qui pourra être amélioré dès l'adoption de leur budget et soumis à la Direction nationale de contrôle des marchés publics. La mise en œuvre réussie des politiques publiques dans les collectivités décentralisées passe par l'adaptation du niveau des dépenses publiques
pour éviter tout déséquilibre qui occasionnerait des surendettements. Pour y parvenir, une bonne exécution des dépenses publiques locales et parmi elles celles engendrées par la passation des marchés publics constitue un important défi pour les gouvernants locaux. C'est tout l'intérêt que revêt cette session de renforcement des capacités. L'organisation de ces sessions sur l'ensemble du territoire national intègre parfaitement la préoccupation du gouvernement en matière de renforcement des capacités des acteurs dans le cadre de la bonne gouvernance. Et je voudrais à cet effet féliciter l'ARMP pour cette importante initiative financée sur ses propres fonds. L'implication des collectivités locales dans le processus conduisant à la bonne gouvernance est une preuve supplémentaire de l'engagement du gouvernement à vulgariser à tous les échelons de l'appareil de l'État les bonnes pratiques en matière de gouvernance économique. Cette nouvelle formation se déroule en 2 phases. La première comporte 7 sections organisées du 9 au 13 novembre simultanément à Sokodé, Kara et Dapaon pour les collectivités locales des régions centrales, Kara et Savane. La deuxième phase, subdivisée en 6 sessions, se tiendra du 16 au 20 novembre à Atakwame et à Tchévier pour le compte des régions plateaux et maritimes. Le reste de l'actualité de la paix à la maison, à la paix dans le monde, halte aux violences faites aux femmes. La croisade se poursuit. L'ambassade des États-Unis, les ONG de promotion genre se lancent à nouveau et ce pour 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Une foire aux droits de la femme. Le reportage, Charlotte Moussimi. Une assistance majoritairement féminine pour débattre des droits de la femme. Sur le tapis, la campagne mondiale dénommée 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, qui se tiendra du 25 novembre au 10 décembre prochain. Une occasion offerte au GF2D de lancer son projet Foire aux droits de la femme. Nous aurons à installer des boutiques juridiques pour donner des conseils juridiques aux femmes qui vont présenter des cas de violation de leurs droits et les accompagner en cas de besoin au tribunal pour un processus judiciaire. Il y aura également des boutiques sur le droit à la santé, à donner l'information sur la prise en charge médicale en cas de violence, particulièrement de violence sexuelle. Nous aurons également des boutiques sur l'autonomisation économique des femmes pour donner des informations sur les opportunités, d'emploi des opportunités d'entrepreneuriat disponibles dans notre pays. ONG, partenaires au développement et autorités politiques se battent au quotidien pour réduire, voire éradiquer les violences faites au genre. Et de ces activités, le GF2D espère des résultats beaucoup plus probants. Que les femmes togolaises soient mieux informées sur leurs droits, sur les mécanismes disponibles en cas de violation de ces droits, que la population en général ait davantage de conscience sur la nécessité de protéger les droits des femmes, de lutter contre les violences à travers la dénonciation, à travers la prise en charge et également à travers la répression. Les dates retenues pour cette campagne mondiale ne sont pas fortuites. Elles font le lien entre les violences et les droits humains. 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. On va parler maintenant de la santé, encore la santé des habitants précisément. Les villes togolaises s'engagent justement dans cette voie. Elles viennent de signer une convention avec l'ONU-SIDA et d'autres partenaires. L'objet, lutter ensemble, côte à côte, contre la pandémie du sida. Un engagement qui court jusqu'à 2020. Les précisions de Patrice Boko. Selon l'ONU-SIDA, le taux de prévalence du VIH-SIDA en Afrique est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural. Il est de 3,5% contre 1,6%. Face à cette situation, l'ONU-SIDA réagit et met sur pied une stratégie de lutte contre la pandémie dans les villes avec pour ambition de bouter le virus hors de portée de 90%. Nous allons nous impliquer dans la lutte contre le sida aux côtés des institutions de ONG, de la société civile qui le font déjà.
c'est pas du nouveau, mais en tant que porte-parole de la base et connaissant mieux les problèmes de la base, nous nous impliquons. Nous impliquons à engager sur nos lignes budgétaires des budgets pour accompagner la lutte contre le sida, ce que nous ne faisions pas avant. Nous nous engageons à faire le lobbying de cette déclaration de Paris pour que tous les partenaires qui sont là accompagnent les collectivités territoriales pour que ces engagements-là soient atteints. Des populations, les partenaires financiers et techniques sont plus que jamais déterminés à accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts de lutte contre la maladie. Le Togo veut absolument atteindre les objectifs du développement durable. Le Togo, par la signature de l'engagement de ce jour, s'est rejoint à d'autres grandes villes du monde qui, depuis le 1er décembre 2014, ont signé l'engagement des maires à lutter dans la lutte contre le VIH-Sida, qui a été signé à Paris. Le NUSIDA, avec tout l'ensemble du système des Nations Unies et tous les partenaires au développement, vont accompagner les communes dans le développement de plans d'action, dans le plaidoyer, mais également dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de ces plans. C'est en présence de 21 maires que le président des communes du Togo et le maire de la ville de Lomé ont solennellement signé l'accord sur la riposte à donner à cette maladie. L'actualité de ce journal qui risque de déborder un tout petit peu compte tenu justement de la densité de l'actualité ce soir. Et on poursuit avec la 17e édition du concours d'agrégation du CAMES. C'est demain à Lomé. 148 candidats sont attendus à ce rendez-vous. Parmi eux, 8 Togolais. Ils seront tous soumis à des épreuves à l'issue desquelles ils vont être jugés sur la pertinence et la qualité de leur savoir et de leur savoir-faire. Avant l'ouverture solennelle de l'événement prévu donc pour demain, nous vous proposons ce soir de redécouvrir la mission du CAMES et ses voies de promotion des enseignants-chercheurs. C'est un reportage de Pierre Sessouvou. Bloc polyvalent de l'Université de Lomé, transformé en quartier général du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ici, tout est fait prêt pour la 17e édition du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Des candidats de plus de 20 nationalités vont faire valoir leurs connaissances pour l'obtention du précieux sésame, l'agrégation. Les États membres du CAMES, les pères fondateurs notamment, ont confié au CAMES la mission d'harmoniser les politiques d'enseignement supérieur et de recherche. Et cette harmonisation passe par la promotion des enseignants et des chercheurs notamment à travers des référentiels communs. Et le concours d'agrégation fait partie de ces référentiels qui permet au CAMES de promouvoir les enseignants et les chercheurs, mais notamment les enseignants de son espace. 148 candidats sont retenus pour ce concours. Les examens vont se dérouler dans des salles comme celle-ci où le candidat va exposer son savoir et savoir-faire devant un jury de 5 à 6 personnes. Il y a une voie qui fait intervenir la présence physique des candidats. C'est la voie du concours. Donc en plus des dossiers qu'on envoie, le candidat est obligé de se présenter et d'être soumis à 3 épreuves. Et c'est après la 3e épreuve que le candidat est déclaré maître de conférence agrégé. Les 16 derniers concours donnent un taux de réussite moyen de 24%. Un bilan mitigé, mais l'engouement ne faiblit pas en ce qui concerne la motivation et la mobilisation des candidats à ce concours. 8 candidats togolais sont attendus à ce rendez-vous des élites africaines qui s'ouvre solennellement ce mercredi 11 novembre à Lomé.
Et je vous l'annonçais tout au début de l'actualité, tout au début de ce journal. Retour donc à l'Assemblée nationale pour les questions orales, les questions d'actualité. Les événements malheureux de Mango ont fait l'objet justement de ces questions. Les ministres hier de la Sécurité, Johnson de l'Environnement sous le feu des questions des députés cet après-midi donc. Et ces derniers veulent comprendre et en savoir un peu plus sur le sujet. La plénière à l'Assemblée nationale, un reportage de Prudence Zinsou avec Aimé Abalo. On a parlé des procès-verbaux obtenus. De quelle manière les procès-verbaux ont été obtenus? Alors, un projet qu'on croit être fini. Les députés togolais dans l'exercice de leurs prérogatives constitutionnelles, le contrôle de l'action gouvernementale. À l'ordre du jour de cette plénière, l'interpellation du gouvernement sur les incidents fâcheux qui sont survenus à Mango les 6 et 7 novembre dernier et ayant occasionné 5 morts et des blessés. Pouvez-vous nous dire qui a donné l'ordre de tirer sur les populations aux mains nues? Et quelles sont les dispositions prises pour sanctionner les auteurs de ces actes? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour éviter que de telles dérives se reproduisent? Gouverner, c'est répondre aux préoccupations des populations. Que compte faire le gouvernement pour résoudre l'épineuse question de la réhabilitation de la faune et apaiser les inquiétudes fondées des populations? Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie ces pertes en vie humaine au moment où le gouvernement prône une police de proximité? Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, comme vous le savez, la création et la gestion des aires protégées de par le passé a causé d'énormes problèmes aux populations des zones concernées. Pouvez-vous nous dire la nouvelle politique de réhabilitation et de gestion des aires protégées sur le plan national? Selon les deux ministres convoqués à cette session, le PAP, projet d'appui au parc des pays de l'entente, est mis en œuvre à la fois au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo, où il est appelé projet OKM parce que couvrant 3 localités, Oti, Kéran, Mandouri, sur 132 000 hectares. À Mango, les populations riveraines ont manifesté une première fois contre sa mise en œuvre le 30 octobre dernier, puis ont organisé une autre sortie de protestation le 6 novembre, activité qui a très vite débordé, entraînant cette situation malheureuse que le gouvernement déplore. Des mesures ont alors été prises dans le sens de l'apaisement. Le gouvernement a le devoir d'assurer la protection de nos concitoyens, de nos populations. En parcourant les deux questions qui nous sont posées, je peux vous affirmer, et ça la met sur la conscience, il y a lu quelque part qui a donné l'ordre de tirer sur des manifestants aux mains nues. Personne ne peut donner cet ordre. Un mort, c'est déjà trop. Même un blessé au cours d'une manifestation publique. L'effort que nous faisons sur l'instruction du chef du gouvernement, c'est faire en sorte que s'il y a manifestation, que nos concitoyens sortent pour manifester et qu'ils retournent paisiblement dans leur maison. Les éléments qui ont effectué ces tirs pour la journée de vendredi, c'est la première mesure. Ces éléments ont été mis aux arrêts. Pour l'incident malheureux de samedi, le commandant d'unité, le commandant du détachement, le conducteur de l'engin et le chef de bord également ont été mis aux arrêts. Une enquête est ouverte, aussi bien une enquête judiciaire qu'une enquête de commandement. Ces enquêtes nous permettront de situer les responsabilités. Aussitôt après le drame, une cellule de crise a été mise en place, présidée par le chef de l'État. Elle a préconisé une suspension du projet pour contribuer à l'apaisement des cœurs. Je m'étonne que la communication qui se fait autour de ce projet, non pas que je veuille me dédouaner, mais ne restitue pas la réalité des choses. D'aucuns disent qu'on n'a rien fait, nous ne sommes pas allés vers ces populations
de manière, comment je peux appeler ça, cavalière, pour donner des injonctions. Au contraire, nous avons essayé, comme nous avons pu, de les associer à ce projet, d'expliquer les contours du bien fondé de ce projet. Maintenant, quelque part, certainement que quelque chose n'a pas fonctionné et nous en prenons acte. Évidemment, il y a eu mort d'homme. On a enregistré 5 décès et face à cette situation, je crois que n'importe quel responsable doit prendre du recul pour essayer de revisiter le processus ou bien la démarche qu'elle a faite jusque-là. Et c'est dans cette logique que nous sommes, quitte même à réajuster notre stratégie pour que l'apaisement revienne dans cette localité du Togo. Les questions ont fusé de partout. Les députés, toutes tendances confondues, ont exprimé leurs préoccupations face à cette situation dramatique et formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. On a constaté qu'il y a eu un déficit de communication à la base. Il était important que la communication soit largement diffusée. Nous-mêmes qui sommes députés, nous gérons ces problèmes lorsque nous allons chacun dans sa localité. Mais on n'a pas véritablement la possession de ce projet. On ne peut pas expliquer en profondeur le contenu et l'application de ce projet. Donc il était important aujourd'hui que ces événements se sont passés. Il était important par rapport aux instructions du chef de l'État de surseoir à ça, de reprendre le dossier depuis la base pour communiquer davantage, expliquer les avantages du projet, ce que les populations vont gagner, ce que l'État va gagner, comment ça va se gérer. Et je pense que lorsque tout cela sera mis ensemble, on pourra mieux aller vers une gestion sereine de ce projet. Si c'est dans l'intérêt des populations, nous soutiendrons. Mais si c'est dirigé contre ces populations, pour que cela aboutisse à des drames de ce genre, il est clair, je voulais expliquer, que nous ne soutiendrons pas. Dans tous les cas, je le redis, que c'est aux populations des zones concernées que revient la décision finale. L'exercice aura quand même permis d'élucider un certain nombre de points d'ombre. Les échanges, quoique houleux par moments, ont été fructueux et instructifs sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale. Vous vous êtes exprimé, les ministres vous ont écouté. Je crois qu'il faut remercier nos collègues auteurs de la question, qui nous a permis d'avoir des informations officielles du gouvernement sur ce qui s'est passé à Mango et d'avoir aussi des informations sur le projet dont on parle. Je voudrais, vous l'avez écouté, vous devez quand même remercier aussi le président de la République qui a suivi de près ces événements et qui a donné des orientations au gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes posés par les populations de Loti. Et a demandé au gouvernement de faire diligence pour trouver ces solutions-là. La question d'actualité ce mardi à l'Assemblée nationale sur le sujet des malheureux événements de Mango. Nous l'annoncions aussi en titre, ce sera notre dernier sujet pour ce journal long, en raison justement de la densité de l'actualité. Les éperviers du Togo jouent ce jeudi après-midi à Lomé. Ils reçoivent au stade de Kégué les crânes d'Ouganda. Match comptant pour le tour préliminaire mondial Russie 2018. Le ministre en charge des sports a suivi un peu ce mardi les préparatifs de nos éperviers. Martin Sandalif Mankoubi. À cette séance d'entraînement qui s'est déroulée à huis clos, le ministre en charge des sports, Guy Madié Lorenzo, est allé apporter le soutien indéfectible du gouvernement aux éperviers afin que ceux-ci puissent défendre valablement les couleurs nationales. C'est un message d'encouragement du président de la République, du Premier ministre du gouvernement et de tout le peuple togolais. Il est clair que nous sommes à la veille d'un très très grand match pour notre équipe nationale. Grand match qui va nous ouvrir presque les portes de la qualification vers le mondial. Et ça, il est vraiment important que tout le monde soit derrière
nos éperviers. Le ministre Guy Lorenzo a promis de satisfaire à tous les besoins de la sélection nationale avant les matchs aller et retour contre l'Ouganda. Enfin, le ministre en charge des sports demande au public sportif togolais de faire massivement le déplacement du stade de Kégué ce jeudi pour pousser les éperviers à la victoire. Et j'espère que le stade de Kégué sera noir de monde jeudi et que ceux qui ne pourront pas venir, eh bien, ils seront devant la petite lucarne et avec leurs crampons, leur pack de bière, et ils vont participer activement au soutien massif franc et avec leur prière aussi. Et donc je demande à tous les prieurs de Djankassé à Saint-Kassé de se mettre à genoux et de prier pour que nos joueurs soient inspirés sur le terrain jeudi. Épervier du Togo, Chris d'Ouganda, c'est ce jeudi 12 novembre 2015 à 15h30 au stade de Kégué. Vaincre ou périr, telle doit être la devise des poulains de Tom Saint-Fitz. Et voilà qui me fin à cette édition du soir. Sachez en rappel que le Premier ministre Komi Selom Klasu a pris part au 2e forum de Dakar sur la sécurité en Afrique. Il y a fait aussi le lobbying en faveur du sommet de haut niveau sur la sécurité et la sûreté maritime que notre pays accueille l'année prochaine. Économie, santé, meuble la soirée sur la télévision togolaise ce soir. Merci à vous qui nous suivez à Sommet dans le Zio, à Liège en Belgique sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement bonne soirée. L'on se doit d'agir.